Un milionario quasi svenne, vedendo la sua ex moglie scomparsa vivere per strada, con un bambino identico a lui. Luca Bellini était une figure incontournable du paysage technologique italien. À 41 ans, il incarnait la réussite sous toutes ses formes. Créateur d'une entreprise de logiciels devenue un empire en moins de 10 ans. Il vivait dans un penthouse de verre dominant la Piazza Gaeolenti, roulait dans une berline allemande dernier cri et était invité aux plus grands événements européens comme conférencier ou investisseur. Mais derrière ses costumes sur mesure et ses décisions chirurgicales se cachait une douleur ancienne, une absence silencieuse qu'aucun contrat, aucun chiffre d'affaires ne parvenait à combler. Il y a 6 ans, Elena avait disparu. Après 3 ans de mariage, sans disputes apparentes, sans préavis, elle avait quitté leur appartement milanais et s'était volatilisée. Pas de message, pas de mots, pas même une explication. Elle avait effacé son existence comme on efface une ligne de code défectueuse, laissant derrière elle un vide que Luca avait refusé de regarder en face. Il avait parlé de divorce à ses collaborateurs comme d'une formalité et s'était jeté dans le travail comme un homme fuyant l'incendie d'une maison qu'il refusait d'admettre être la sienne. Luca n'était pas un homme sentimental, c'est ce qu'il disait du moins. Il ne perdait pas de temps à revisiter le passé, et encore moins à exprimer ses émotions. Les rares personnes qui avaient osé lui parler d'Elena recevaient un regard glacial ou une réponse évasive. Il avait tiré un trait, disait-il, mais en vérité, ce trait n'avait jamais été tracé. Chaque soir, en rentrant seul dans son appartement silencieux, il pensait à elle, à ses yeux verts pleins de mystère, à son rire qui réchauffait les pièces les plus froides, et surtout à l'énigme de son départ. Pourquoi était-elle partie? Pourquoi sans un mot? Et où était-elle maintenant? Luca avait tenté de la retrouver au début. Il avait engagé un détective privé, fait surveiller ses comptes bancaires, vérifié les hôpitaux, les aéroports, aucune trace. Après quelques mois, il avait abandonné. Non pas par manque d'intérêt, mais par épuisement. Elle ne voulait pas être trouvée. Et cela, il l'avait compris. Depuis, il s'était blindé. Les affaires étaient devenues son refuge, son exutoire. Il avait multiplié les acquisitions, fondé 2 startups supplémentaires et donné des conférences sur l'intelligence artificielle comme s'il ne connaissait que ça. L'amour, un mot étranger dans son vocabulaire. Mais malgré cette façade inébranlable, ceux qui le connaissaient vraiment, très peu en vérité, savaient qu'un fantôme hantait ses nuits. Elena n'avait jamais été remplacée. Il avait eu quelques relations depuis, toutes brèves, toutes superficielles. Aucun des visages qu'il croisait ne parvenait à effacer celui d'Elena. Son absence avait forgé en lui une carapace faite de solitude et de discipline. Il n'y avait pas de place pour l'imprévu, pas de place pour la faiblesse. Ce matin-là, Luca se leva comme toujours à 6 heures. Son majordome lui avait préparé un café serré et ses journaux étaient déjà disposés sur la table en marbre blanc. La journée s'annonçait dense. Réunion stratégique avec les actionnaires, appel avec un fonds d'investissement basé à New York et dîner de gala en soirée. Rien d'inhabituel. Son emploi du temps était une mécanique bien huilée, chaque minute planifiée, chaque décision millimétrée. En sortant de son immeuble, une pluie fine tombait sur Milan. Il attrapa son parapluie sans un mot, monta dans sa voiture avec chauffeur et ouvrit son ordinateur portable. Les chiffres défilèrent sur l'écran, rassurants, prévisibles. Il aimait les données. Elles ne mentaient pas, elles ne disparaissaient pas sans explication, contrairement aux gens. Ce qu'il ignorait, c'est que sa vie, si soigneusement contrôlée, allait basculer dans le chaos, que la douleur soigneusement enfouie referait surface de la manière la plus brutale qui soit, que le passé qu'il croyait enterré viendrait frapper à sa porte, non pas sous forme de souvenirs, mais de chair et de sang. Et que ce jour qui commençait comme tous les autres deviendrait celui où son monde basculerait à jamais. Ce que Luca Bellini ne savait pas encore, c'est que l'amour, la peur, la vérité et la rédemption allaient se présenter à lui sous le visage d'une femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer et d'un petit garçon aux yeux identiques aux siens. Il ignorait encore tout, mais le destin, lui, était déjà en marche. Le ciel de Rome s'était assombri plus tôt que prévu. Un orage s'annonçait, de ceux qui transforment les ruelles en rivières impétueuses et qui font courir les passants vers les abris. Luca Bellini, fraîchement sorti d'une réunion avec un investisseur international,
dans un hôtel luxueux de la Via Veneto, avançait à grands pas, abrité sous un large parapluie noir. Il devait regagner son hôtel en traversant quelques rues à pied, son chauffeur étant retenu dans le trafic. Rien ne l'énervait plus que les imprévus logistiques. Il observa sa montre. Il lui restait encore une trentaine de minutes avant son prochain appel. Suffisamment de temps pour se faufiler discrètement dans une ruelle latérale qu'il connaissait bien, évitant les artères congestionnées de la capitale. Il traversa la rue et entra dans une allée bordée de bâtiments anciens, aux murs couverts de lierre, l'air saturé de l'odeur de pierre mouillée. Une légère brume se formait déjà au niveau du sol. Alors qu'il levait les yeux pour repérer un petit café dans lequel il s'arrêtait parfois, son regard fut attiré par une silhouette assise contre un mur, recroquevillée sous une couverture sale. D'abord, il ne fit pas attention. Rome était pleine de gens qui avaient glissé entre les mailles du système, et son esprit entraîné à l'efficacité lui avait appris à ne pas s'attarder. Mais alors qu'il allait détourner les yeux, quelque chose l'arrêta net. Une impression fugace, un frisson. Il fit un pas de plus. La femme leva légèrement le visage. Lucas s'immobilisa. C'était elle, Elena. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Il resta figé, incapable de respirer, les sons étouffés autour de lui. La femme assise dans la pénombre, les cheveux emmêlés, le visage marqué par la fatigue, n'avait rien de la silhouette élégante qu'il avait connue. Mais il n'y avait pas d'erreur possible. C'était elle. Les mêmes traits fins, les mêmes yeux d'un vert si singulier qu'il hantait ses souvenirs depuis des années. Et dans ses bras, un petit garçon d'environ 5 ans, endormi contre elle, la tête enfouie dans sa veste trop grande. Lucas sentit une pression dans sa poitrine. Le garçon avait les mêmes boucles brunes que lui, la même courbe au menton, les mêmes cils foncés. Un miroir vivant de lui-même, version miniature. Son cœur se serra, battant à un rythme irrégulier. Il s'approcha lentement, hésitant, comme s'il avait peur que la scène ne disparaisse s'il faisait un mouvement brusque. Elena leva les yeux vers lui, et ce qu'il y vit n'était pas la surprise ou l'émotion qu'il avait espérée. C'était de la peur, pure, brute, immédiate. Elle se redressa précipitamment, tenant fermement le garçon dans ses bras. Ses gestes étaient ceux d'une femme traquée. « Elena » souffla-t-il, sa voix à peine audible. Elle ne répondit pas. Ses yeux allèrent de gauche à droite, cherchant une échappatoire. Elle se releva tant bien que mal, le garçon dans ses bras, vacillante. Lucas fit un pas de plus. « Attends, c'est moi. Lucas, je veux juste comprendre. Ne t'approche pas, » murmura-t-elle d'une voix rauque, presque inaudible sous la pluie. Elle recula de quelques pas, glissa légèrement, mais se rattrapa. Le petit garçon ouvrit les yeux, alerté, et regarda Lucas. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. L'enfant ne dit rien, mais se serra contre sa mère avec une méfiance instinctive. « Qui est cet homme, maman » demanda-t-il. Elena ne répondit pas. Elle tourna les talons et s'éloigna, s'enfonçant dans la ruelle avec une précipitation maladroite. Lucas resta là, paralysé, les pieds figés dans l'eau de pluie qui montait déjà sur les pavés. Il tenta de se ressaisir et s'élança à leur suite. « Attends » cria-t-il. « S'il te plaît, laisse-moi juste te parler. » Mais elle avait déjà disparu au coin de la rue. Lorsqu'il atteignit l'angle, il ne vit que des passants pressés, des parapluies colorés, des voitures klaxonnant dans la confusion du centre-ville. Plus aucune trace d'elle. Lucas resta debout sous la pluie, trempé, hébété. Tout son monde venait de basculer. Elle était là, vivante, à quelques mètres de lui, après 6 années de silence, et elle avait un enfant qui lui ressemblait de manière troublante. Les implications le submergèrent en une vague de confusion, de douleur, de colère. Pourquoi vivait-elle dans la rue? Pourquoi avait-elle fui? Et surtout, était-ce son fils? Des dizaines de questions se bousculaient dans son esprit, mais aucune réponse. Seulement cette image figée dans son esprit, d'Elena fuyant avec un petit garçon au regard identique au sien. Il resta là de longues minutes, incapable de bouger, jusqu'à ce que la pluie cesse aussi soudainement qu'elle avait commencé. Lorsqu'il reprit enfin ses esprits, il était clair pour lui qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il venait de voir. Quelque chose de profond, de viscéral s'était réveillé en lui. Ce n'était pas de la curiosité, c'était un instinct, celui d'un homme qui sentait que sa vie venait de lui échapper, et qu'il devait à tout prix comprendre pourquoi. Il remonta la ruelle, questionna quelques commerçants, décrivit Elena.
La plupart haussèrent les épaules, mais un vieux libraire lui confirma avoir vu une femme correspondant à sa description plusieurs fois ces dernières semaines. Elle mendiait parfois devant l'église du quartier, mais disparaissait souvent avant la tombée de la nuit. Lucas nota mentalement l'endroit. Il reviendrait, tous les jours s'il le fallait. Le soir venu, dans la chambre luxueuse de son hôtel, il ne toucha pas à son dîner. Il avait annulé tous ses rendez-vous du lendemain. Sur son bureau, l'écran de son ordinateur affichait toujours des graphiques financiers, mais il ne les voyait plus. Une image persistait dans son esprit, celle d'une femme qu'il avait aimée plus que tout, tenant dans ses bras un garçon dont les yeux disaient ce qu'aucun mot ne pourrait exprimer. Il n'avait aucune certitude, seulement une intuition aussi douloureuse qu'inébranlable. Ce garçon était son fils, et il allait tout faire pour le savoir. Le lendemain matin, dès les premières lueurs du jour, Lucas était déjà de retour dans la même ruelle, vêtu discrètement, observant chaque recoin avec une intensité peu commune. Il n'avait pas dormi. Il avait repassé la scène des dizaines de fois dans sa tête, revu le visage d'Elena, analysé chaque regard, chaque geste. Il n'avait parlé à personne de ce qu'il avait vu, pas même à son assistant personnel. Ce qu'il cherchait maintenant dépassait l'analyse logique. C'était un besoin profond, presque animal. Retrouver Elena, comprendre, affronter les fantômes qu'il avait longtemps refusé de regarder en face. Il attendit des heures. Aucun signe d'elle. Il revint l'après-midi. Toujours rien. Ce n'est qu'au 3e jour d'attente, alors qu'il commençait à croire qu'elle avait encore disparu pour de bon, qu'il l'aperçut, assise sur les marches d'un bâtiment abandonné, le petit garçon à ses côtés. Cette fois, il n'hésita pas. Il s'approcha lentement, les mains bien en vue, la voix posée. « Elena, je t'en supplie, je ne vais pas te faire de mal. » Elle leva les yeux, fatiguée, cernée, mais sans l'éclat de panique qu'il avait vu la première fois. Elle ne parla pas. Le petit garçon se réfugia contre elle, les yeux fixés sur Lucas avec une méfiance manifeste. Lucas s'accroupit à quelques mètres d'eux. « Je ne comprends pas. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu n'as rien dit pendant toutes ces années? Toujours aucun mot. » Elena détourna simplement le regard. Le silence, plus lourd que 1000 réponses, retomba entre eux. « Ce garçon, comment s'appelle-t-il? »« Matteo » répondit-elle enfin d'une voix rauque et éteinte. Ce nom, Lucas l'entendit comme un coup porté à la poitrine. Il n'osa pas poser la question évidente. Pas encore. Il observa l'enfant, ses mains fines, ses boucles sombres, son air grave. Matteo ne disait rien. Il observait simplement comme s'il analysait chaque mouvement de Lucas, prêt à réagir au moindre danger. Il n'était pas apeuré, mais sur la défensive, avec une vigilance née de l'expérience. « Je veux vous aider, tous les deux. Laisse-moi au moins ça. » Elena le fixa enfin dans les yeux. Son regard n'était pas froid, ni dur, mais résigné. Un regard de quelqu'un qui avait vu trop de choses, qui ne croyait plus aux promesses, même les plus sincères. « Je ne veux pas de ton argent, Lucas. Je ne veux rien. Tu crois vraiment que c'est ce que je propose? Tu penses que je suis venu ici avec un chèque? Je veux savoir. J'ai le droit de savoir. » Elle détourna encore les yeux, et cette fois, il vit ses épaules trembler légèrement. Matteo s'accrocha plus fort à elle. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, « laisse-nous tranquilles. » Lucas sentit un mélange d'impuissance et de frustration le submerger. Il voulait hurler, secouer cette femme pour qu'elle lui dise enfin ce qu'il s'était passé. Mais il comprenait aussi que la douleur qu'elle portait ne se dénouerait pas par la force. Il se releva lentement. « Je ne vais pas vous suivre, pas aujourd'hui, mais je reviendrai, tous les jours s'il le faut. » Elle ne répondit pas. Il s'éloigna lentement, sans se retourner. Il ne la poursuivrait pas comme un prédateur. Il reviendrait, oui, mais il respecterait son rythme. Ce qu'il ne pouvait pas ignorer, en revanche, c'était cette certitude tenace au fond de lui. Ce garçon lui ressemblait trop. 5 ans, exactement le temps écoulé depuis leur séparation. Il rentra à l'hôtel et commença à tout mettre en place. Il savait que la réponse ne viendrait peut-être pas d'Elena directement. Il avait d'autres moyens plus discrets pour découvrir la vérité. Le lendemain, il passa un coup de fil. Un vieil ami à lui, Alberto Moretti, dirigeait une agence de renseignement privée réputée. Lucas ne donna que les informations essentielles. Il ne voulait pas exposer Elena plus que nécessaire. Juste un nom, une zone géographique et une consigne claire. Pas de contact direct, pas d'intervention, seulement de l'observation. Elle s'appelle Elena Rossi.
Elle a peut-être changé de nom. Elle est avec un enfant, Matteo. Ils vivent quelque part dans cette zone de Rome. Je veux savoir où elle va, où elle dort, si elle est en danger. » Moretti ne posa pas de questions personnelles. Il connaissait Luca depuis l'université, savait que s'il faisait appel à lui, c'était sérieux. L'enquête fut lancée dès le lendemain. Pendant que les détectives commençaient leur travail, Luca continuait de rendre visite à Elena. Parfois, elle était là. D'autres fois, non. Il ne posait plus de questions. Il s'asseyait à distance, restait quelques minutes, repartait. Matteo avait fini par s'habituer à sa présence silencieuse. Il ne le regardait plus avec peur, mais avec une forme de curiosité méfiante. Un après-midi, Luca apporta 2 sacs de courses, fruits, pain, produits d'hygiène. Elena ne les refusa pas. Elle ne dit rien, mais elle les prit. Un premier pas. Une faille dans son silence. Le rapport préliminaire de Moretti arriva 3 jours plus tard. Ce qu'il lut ne fit que renforcer son trouble. Elena n'était pas restée à Rome. Depuis sa disparition, elle avait changé de ville plus de 10 fois. Toujours de petites communes, toujours dans des logements temporaires ou des foyers d'accueil. Aucun emploi stable, aucun contact connu, aucun lien social. Elle vivait comme une fugitive. Matteo avait été inscrit dans 2 écoles, brièvement avant de disparaître à nouveau. Aucun homme dans sa vie, selon les observations, aucun compagnon, aucun proche. Elle évitait les services sociaux, ne laissait aucune trace administrative. Une femme qui voulait qu'on l'oublie. Pourquoi cette vie d'ombre, alors qu'elle aurait pu revenir vers lui? Elle savait qu'il n'était pas un homme cruel. Elle savait qu'il l'aurait aidée. Alors pourquoi avoir fui? Luca se posait la question sans relâche. Mais il ne s'énervait pas. Il apprenait à écouter, à attendre. Chaque jour qu'il passait en silence près d'eux, il sentait quelque chose se modifier lentement. Elena semblait moins tendue. Matteo s'habituait à sa voix, à sa présence. Il ne cherchait pas à imposer une vérité. Il cherchait à créer un espace où elle pourrait, peut-être, lui parler. Et un soir, alors que le soleil déclinait sur les toits orangés de Rome, elle parla enfin. « Tu n'aurais jamais accepté. » Il tourna lentement la tête vers elle. « Quoi? Cet enfant, ma grossesse, ce qui s'est passé avant. » Luca la fixa, le souffle coupé. « Dis-moi, je t'en supplie, je suis prêt à entendre. » Elle ferma les yeux un instant. Pas encore. Elle prit Matteo dans ses bras, se leva et disparut dans la ruelle. Mais cette fois, elle ne fuyait pas. Elle marchait simplement, le regard droit devant. Et Luca, derrière elle, savait que le mur de silence venait de se fissurer. Luca restait hanté par la vision d'Elena et de Matteo. Plus les jours passaient, plus l'idée de se contenter d'instants furtifs le répugnait. Il comprit qu'il lui fallait des preuves solides, des pistes réelles, des témoins, des traces. Il ne pouvait plus avancer dans l'ombre du doute. Le lendemain matin, il fit ce qu'il avait toujours refusé. Recourir officiellement à un enquêteur professionnel, un privé. Il contacta l'agence Dogma Investigative, réputée pour son discrétion et ses enquêtes à la fois pointues et légales. Il offrit comme consigne formelle aucun contact direct avec Elena ou Matteo sans son autorisation explicite, respect absolu de la loi italienne, aucune ingérence dans la vie privée au-delà de ce qui est permis et rapport régulier jour après jour. L'agence accepta. Les enquêteurs se mirent à l'œuvre, parcourant les quartiers où Luca avait cru la voir, interrogeant des commerçants, fouillant des registres municipaux, observant silencieusement les trajets d'Elena. Ils découvrirent rapidement plusieurs détails troublants. Elena vivait effectivement de manière précaire, ses nuits, parfois sur des trottoirs, parfois dans des abris de fortune ou de vieux immeubles abandonnés, changeant souvent de lieu pour échapper à la police ou à des personnes qu'elle craignait. Matteo allait parfois dans une petite école publique de quartier, mais Elena retirait l'enfant après peu de temps, pour disparaître ensuite pendant plusieurs semaines. Aucun permis de séjour ou document officiel ne la rattachait directement à des aides sociales, ou du moins pas dont l'enquêteur pouvait avoir trace. Elle avait évité soigneusement les adresses fixes, les foyers d'aide, les dispensaires officiels. Changer de banc, de quartier et de nom, cela semblait être devenu une habitude. Le mode de vie d'Elena était celui d'une personne traquée, vive, constamment prête à bouger. Luca ressentit une onde de choc. Tout cela n'était pas dû à la pauvreté seulement, mais à la peur. L'agence Dogma avait dépêché un enquêteur spécialisé dans les disparitions silencieuses et les trafics de documents.
il trouva un vieil appartement loué sous un nom d'emprunt dans une petite commune en périphérie de Rome, qu'Elena semblait avoir habité pendant quelques mois. Là, Matteo avait été inscrit à un dossier médical local, mais au moment où les médecins voudraient le confirmer, Elena avait transféré l'enfant dans une autre localité, sans laisser d'adresse fixe. L'enquête montrait aussi qu'elle avait voyagé à l'étranger pendant de courtes périodes. Un billet pour Barcelone, un retour. Quelques semaines plus tard, un séjour dans une ville du sud de l'Italie, sans que Luca ou les enquêteurs puissent la contacter à ces endroits. Parallèlement, Luca cherchait à comprendre ce qui s'était passé juste avant le divorce, ce qu'Elena avait tant craint. Il savait qu'elle avait découvert des irrégularités dans la gestion financière de sa famille, qu'elle croyait qu'il y avait des implications dangereuses. Il ordonna à l'agence de trouver des archives anciennes de la société Bellini, rapports internes, documents comptables ou correspondances, pour voir s'il y avait quelque chose qu'il aurait raté ou qui expliquerait ses peurs. Il demanda aussi de vérifier si un certain Enzo, nom mentionné dans les murmures du quartier, apparaissait dans ces documents. Luca se rendait souvent sur place, regardant les profils de l'enfant dans les photos que la presse ancienne avait publiées, revoyant les albums familiaux. Il comparait les traits de Matteo aux siens à ceux d'Elena. Chaque détail renforçait son impression que Matteo était son fils. La courbe d'un sourire, l'alignement des sourcils, la façon de froncer le nez. Mais il restait prudent. Il savait que des ressemblances peuvent tromper et qu'il fallait des preuves légales, biologiques peut-être, pour affirmer ce lien. L'enquête ne traînait pas. En 2 semaines, des mails, des appels, des surveillances discrètes furent mis en place. Luca engagea également un avocat spécialisé dans les droits de la famille et la protection de l'enfance. Conscient que s'il devait revendiquer un lien paternel, il faudrait agir dans le cadre légal, demander un test d'ADN ou autre moyen légalement reconnu, tout en respectant les droits d'Elena et de Matteo. Il ne voulait pas la forcer, mais il sentait que la vérité devait être éclaircie. Les découvertes firent naître chez Luca des émotions contradictoires. De la culpabilité d'abord. Pourquoi n'avait-il pas perçu avant? Pourquoi n'avait-il pas cherché plus activement? De la colère aussi, contre Enzo, contre ceux qui avaient joué un rôle dans la dissimulation, peut-être même contre lui-même pour sa myopie émotionnelle, mais surtout une sensation d'urgence. Matteo était jeune, vulnérable. Chaque jour comptait. Chaque jour que cette vérité restait cachée était un jour de risque. Elena, de son côté, semblait sentir l'étau se resserrer. Elle ne lui adressait pas la parole, mais ses mouvements montraient des signes de fatigue et d'appréhension. Plus de regards nerveux vers la rue, plus de précautions à chaque déplacement, plus de silence presque total quand elle le voyait s'arrêter près d'elle. Matteo, lui, semblait s'habituer doucement à la présence discrète de Luca, comme si son regard familier agaçait moins la crainte qu'auparavant, mais toujours avec prudence. Un après-midi, Luca obtint un rapport qui le fit vaciller. Une photo prise de loin d'Elena dormant accroupie sur un banc couvert, Matteo endormi sur ses jambes, dans un petit parc public, entouré de débris urbains, des feuilles mortes mouillées, des papiers, des bouteilles vides. L'image était crue, sans artifice, sans souci d'esthétique, brutale, presque insoutenable. Elle montrait ce que ses pensées imaginaient depuis des mois, la vulnérabilité d'Elena, la condition de Matteo, la réalité des sacrifices silencieux qu'ils avaient faits. Luca remercia l'enquêteur. Il retourna chez lui tard, le cœur lourd. Il repensa aux premières années de son mariage, à Elena ambitieuse, passionnée, mais aussi généreuse, à leurs projets communs. Il se souvenait de la promesse qu'il s'était défaite, alors de bâtir un foyer, une famille, un avenir. Et il comprit que, même s'il avait été aveugle, même s'il avait fui ses propres sentiments, Elena avait agi selon ses peurs, pour le protéger peut-être, ou pour protéger Matteo, d'un mal qu'il n'imaginait pas encore pleinement. Et tandis que la nuit tombait, il décida qu'il ne reculerait plus. Il écrivit un SMS à Elena. « Je veux comprendre. Je ne demande pas ta confiance maintenant, juste que tu me dises quand je peux venir te voir, hors de la peur. » Il ne l'envoya pas immédiatement. Il hésita, regarda la conversation qu'il n'avait pas initiée depuis tant d'années, respirant profondément. Puis, il appuya sur « Envoyer » et tout bascula encore un peu plus vers l'inconnu. Le 6e jour d'enquête, alors que Luca commençait à perdre patience face au silence persistant d'Elena et aux zones d'ombre qui l'entouraient,
un élément inattendu fut déterré par l'un des assistants de l'agence Dogma. Un ancien collègue d'Elena, rencontré par hasard dans un café à Pérouse, se souvint d'elle et révéla, après insistance, qu'il avait gardé un carton contenant quelques effets personnels qu'elle lui avait laissés peu avant de partir précipitamment, plusieurs années plus tôt. Par habitude ou par oubli, il ne l'avait jamais jeté. L'équipe récupéra cette boîte poussiéreuse et la remit à Luca dans une enveloppe scellée. À l'intérieur, parmi des vêtements usés, un carnet de notes en cuir abîmé, des photos de paysages et une vieille montre cassée, se trouvait une enveloppe jaunie portant l'inscription « Luca », écrite à la main, avec l'écriture caractéristique d'Elena. Luca resta un long moment à la contempler sans l'ouvrir. Son nom, écrit après tant d'années, une lettre jamais envoyée, peut-être jamais terminée. Il n'y avait ni date, ni adresse de retour. Juste ce prénom, dans une calligraphie qui semblait hésiter entre l'urgence et la douleur. Quand il finit par déplier la feuille, ses mains tremblaient légèrement. Les premiers mots le percutèrent comme une gifle. « Si tu lis cette lettre, c'est que j'ai échoué. J'espérais ne jamais devoir t'expliquer comme ça, mais je n'ai pas eu le courage de te parler en face. Ce que je vais te dire, tu n'es pas obligé de le comprendre, seulement de l'entendre. » Luca lut chaque phrase avec une attention presque religieuse, absorbé, hypnotisé. La lettre racontait, avec une lucidité brutale, le désespoir d'Elena dans les jours précédant leur séparation. Elle y décrivait un sentiment d'insécurité grandissant, une peur sourde et permanente née d'un événement qu'elle ne nommait pas encore dans la lettre, mais qu'elle qualifiait de « trop grand pour être ignoré, trop dangereux pour être partagé ». Elle écrivait que la découverte de sa grossesse, faite quelques jours seulement avant son départ, avait tout changé. Qu'elle avait voulu lui parler, mais qu'elle l'avait vu tellement absorbé par ses projets, son prochain gros contrat, sa concentration froide, qu'elle avait renoncé pensant qu'il verrait l'enfant comme une faiblesse, une distraction dans un monde où rien ne devait ralentir la machine. « Je t'aimais encore », écrit-elle, « mais je n'étais plus capable de te faire face. J'avais peur que tu ne me crois pas, peur de ce que ça signifiait pour toi, pour nous. Alors j'ai fui, pas pour te punir, pas pour t'oublier, pour protéger ce que je portais en moi. » Luca referma la lettre avec un mélange de stupeur et de rage contenue. Le poids de ses choix passés, de son silence, de sa propre fermeture émotionnelle, le frappa en plein visage. Il comprenait mieux maintenant ce vide qu'il avait ressenti après son départ, ce trou béant dans sa vie que ni l'argent ni le succès n'avaient pu combler. Elena ne l'avait pas quitté par caprice ou par trahison. Elle l'avait quitté par peur, une peur que, selon ses propres mots, elle pensait qu'il ne saurait jamais entendre. Il garda la lettre dans sa veste, près de lui. Il ne dit rien à l'enquêteur, ni à son avocat. Cette lettre, c'était pour lui seul, une fracture dans le mur de silence. Une confession offerte dans l'ombre. Mais Luca n'était pas seulement bouleversé, il était aussi déterminé. La mention d'un danger, d'un événement dont Elena ne parlait pas directement, mais qu'elle qualifiait de trop grave pour être écrit, éveillait en lui une inquiétude profonde. Il savait que ce n'était pas de simples doutes ou des insécurités banales. Elena avait fui avec un enfant, changé de ville, de nom, de vie, sans jamais demander d'aide. Quelque chose ou quelqu'un l'avait poussé à cela. Il retourna voir l'agence Dogma et ordonna une vérification approfondie des années précédant leur divorce. Il exigea que toutes les interactions entre Elena et les membres de sa famille élargie soient examinées. Anciens beaux-frères, cousins, collaborateurs, tous ceux qui avaient dû croiser sa route de près ou de loin. Le nom d'Enzo Rossi, frère aîné d'Elena, ressortit rapidement dans les documents administratifs. Ancien associé dans une entreprise de matériaux de construction en Lombardie, il avait été brièvement en contact avec la branche immobilière de la société Bellini, quelques mois avant le divorce. Rien de particulièrement suspect dans les premiers échanges. Mais lorsqu'un ancien employé interrogé anonymement parla d'une réunion houleuse entre Elena et Enzo dans les couloirs d'un hôtel de Bologne, l'alerte fut donnée. Luca ordonna une enquête séparée sur Enzo. Ce dernier avait quitté son entreprise peu après l'éclatement d'un scandale fiscal mineur et s'était fait discret depuis. Pourtant, quelques transactions en espèces inhabituelles avaient été repérées sur des comptes liés à des sociétés écrans. L'agence Dogma conclut que même si rien ne permettait encore de l'incriminer, Enzo évoluait dans une zone grise, proche de la criminalité financière, voire pire. Luca connecta les points. Elena, enceinte,
découvre quelque chose. Elle tente d'en parler. Elle reçoit une menace. Elle disparaît. La colère monta en lui, calme mais dense. Si ce scénario était vrai, alors Elena avait tout sacrifié. Leur vie, leur couple, sa sécurité, pour éviter d'impliquer Luca dans une affaire qu'elle jugeait trop dangereuse. Il repensa à la lettre. « Je t'aimais encore, mais je n'étais plus capable de te faire face. » Ces mots lui brûlaient à la poitrine. Il se rendit une fois de plus dans la ruelle où Elena apparaissait parfois. Elle n'était pas là ce jour-là. Il attendit longtemps, puis il la vit enfin au loin, tenant Matteo par la main. Ils s'approchèrent lentement. Cette fois, Elena ne détourna pas les yeux. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. Luca sortit doucement la lettre de sa veste. « Je l'ai lue », dit-il simplement. Elle ne répondit pas, mais il vit une tension soudaine dans ses épaules. Il n'ajouta rien. Il rangea la lettre, puis ajouta « Tu as fait ce que tu pensais juste, mais maintenant, tu n'es plus seul. Et tu ne dois plus fuir. » Elena baissa les yeux vers Matteo qui serrait sa main, puis elle le regarda à nouveau. Longtemps, silencieusement. « Il ne doit rien lui arriver, dit-elle. Il ne lui arrivera rien, promit Luca. Ce fut tout pour ce jour-là. Mais dans ce bref échange, une alliance tacite venait de naître, et Luca savait que la vérité complète n'était plus qu'à quelques pas. Il serait prêt. Il ne reculerait plus. Pas cette fois. Dans les jours qui suivirent cet échange discret entre Elena et Luca, l'agence Dogma redoubla d'efforts dans son enquête. Luca, de son côté, évitait tout contact direct avec Elena, laissant les choses évoluer lentement. Il avait compris que forcer le cours des événements ne ferait que la refermer sur elle-même. Cependant, quelque chose en lui s'était durci. La lettre, les déplacements constants d'Elena, l'ombre de ce danger non nommé et l'apparente précarité dans laquelle elle vivait n'étaient pas des coïncidences. Il y avait quelque chose de plus sombre, de plus concret, qui planait autour d'elle. Ce sentiment se confirma rapidement lorsqu'un des enquêteurs, posté en surveillance discrète à proximité du parc où Elena apparaissait régulièrement avec Matteo, remarqua une présence répétitive. Un homme, toujours vêtu de manière simple mais soignée, lunettes teintées même en fin de journée, qui observait à distance sans jamais intervenir. Il ne mendiait pas, ne parlait à personne, ne semblait pas lié aux sans-abri habituels de la zone. Il restait debout de longues heures, parfois s'asseyait à une terrasse voisine, et partait toujours quelques minutes après qu'Elena se soit éloignée. L'enquêteur prit plusieurs clichés. Luca reçut le rapport le soir même. Lorsqu'il vit les images, quelque chose se crispa en lui. L'homme en question n'était pas un inconnu. Il reconnut Enzo Rossi, le frère aîné d'Elena. Il s'était croisé à quelques reprises, surtout dans un contexte professionnel, lorsqu'Enzo tentait de s'imposer dans le monde des affaires avec des manières peu orthodoxes. À l'époque, Luca l'avait jugé arrogant, agressif, peu fiable. Rien de suffisant pour alerter les autorités, mais assez pour qu'il recommande à Elena de garder ses distances. Elle, à l'époque, avait esquivé le sujet. Le fait qu'Enzo suive Elena en secret réveilla en Luca une inquiétude vive. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette traque? Pourquoi, surtout, ne pas avoir approché Matteo s'il était vraiment un oncle? Le rapport détaillait plusieurs jours de surveillance. Enzo ne parlait jamais à Elena. Il la regardait de loin. Il prenait des notes. Il téléphonait souvent, toujours en quittant les lieux. Il semblait organiser quelque chose. L'agence réussit à identifier plusieurs de ses contacts téléphoniques, certains reliés à des entreprises fictives, d'autres à des structures ayant déjà été épinglées dans des affaires de blanchiment d'argent dans le sud de l'Italie. Rien de suffisamment concret pour une arrestation, mais trop d'éléments pour être ignorés. Luca se rendit en personne sur les lieux. Il observa Enzo, à son tour, pendant plus d'1 heure. L'homme était méticuleux. Il connaissait les angles morts des caméras, évitait les agents municipaux, et lorsqu'il se sentait observé, il quittait la zone immédiatement. Luca ne l'approcha pas. Pas encore. Il voulait comprendre ce qu'il cherchait. Elena, visiblement, n'était pas au courant de cette surveillance. Elle semblait accaparée par la routine difficile de ses journées, partageant avec Matteo quelques repas chauds que des bénévoles distribuaient dans les environs. Luca remarqua aussi que Matteo, malgré la situation précaire, gardait une dignité rare. Il n'était pas négligé. Il portait des vêtements simples mais propres. Elena faisait tout pour qu'il soit préservé. Ce soir-là, Luca revint avec la ferme intention de parler à Elena.
Il attendit qu'Enzo disparaisse du périmètre, puis s'approcha lentement. Matteo jouait avec un petit camion en plastique, accroupi sur le sol humide. Elena leva les yeux, le vit arriver et ne recula pas. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il à voix basse. Elle le fixa, les lèvres pincées. « Il te suit. » Le visage d'Elena changea instantanément. Ce n'était pas la surprise qui s'y lisait, mais la terreur. Une réaction pure, brutale. Elle regarda autour d'elle immédiatement, puis attrapa Matteo par le bras, le serrant contre elle. Luca fit un pas de plus. « Je ne l'ai pas approché, mais je sais que c'est lui. Enzo, je l'ai vu. Il te surveille depuis plusieurs jours. » Elle ferma les yeux un instant, comme pour contenir un flot d'émotions trop fort. Quand elle les rouvrit, ses pupilles semblaient plus sombres, presque dilatées. « Il n'a pas changé, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qu'il veut? Il ne me le dira jamais. Mais il n'a jamais supporté que je parte. Il pensait pouvoir me faire taire. Je croyais qu'en disparaissant, il me laisserait en paix. » Luca sentit une chaleur acide monter dans sa gorge. Il comprenait enfin le fond de cette peur qu'il avait vue dans ses yeux dès leur première rencontre sur le trottoir. Ce n'était pas la honte de mendier, ni la douleur du passé. C'était une peur vivante, active, nourrie par une menace réelle. « Tu crois qu'il est dangereux pour Matteo ?» demanda-t-il. « Il est dangereux pour tout ce qui touche à la vérité, » répondit-elle. « Alors viens avec moi, maintenant. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas. S'il nous voit ensemble, il comprendra. Il soupçonne déjà. Mais s'il comprend que Matteo est ton fils, il ne s'arrêtera plus. » Luca resta figé. Les mots résonnaient en lui comme une révélation tant attendue. Elle ne l'avait jamais dit à haute voix, pas clairement. Mais là, il n'y avait plus d'ambiguïté. Matteo était bien son fils, et Enzo représentait un danger direct pour lui. « Je vais le protéger, » dit-il lentement. « Tu n'as pas idée de ce dont il est capable. Il n'a rien à perdre. Moi si. Moi aussi maintenant. » Elle ne répondit pas. Mais quelque chose, cette fois, avait changé. Le silence n'était plus un mur, mais un pont fragile, tendu au-dessus d'un abîme. Le soir même, Luca retourna à son hôtel et appela son avocat. Il voulait tout mettre en place pour obtenir une protection légale immédiate. Pas pour lui, mais pour Elena et Matteo. L'avocat expliqua que la situation serait complexe sans preuve directe de menace, mais qu'un hébergement temporaire dans un lieu protégé était possible sous certaines conditions. Luca assura qu'il financerait tout, sans poser de conditions. Il retourna ensuite vers l'agence Dogma. Il demanda qu'une surveillance active soit mise en place autour d'Enzo, 24 heures sur 24. Il voulait savoir où il allait, qui il rencontrait, quels étaient ses mouvements. Il ordonna également que toutes les traces de Matteo soient effacées des bases publiques, inscription scolaire, suivi médical, présence sur les réseaux sociaux, toute information pouvant être utilisée contre lui. Luca Bellini, autrefois homme d'affaires froid et rationnel, agissait désormais avec l'énergie d'un père réveillé trop tard. Il ne pouvait pas revenir en arrière, mais il pouvait enfin faire ce qu'il aurait dû faire il y a 5 ans, protéger sa famille. Et cette fois, il ne laisserait plus personne leur faire du mal. Le lendemain matin, Luca n'attendit pas les rapports de surveillance ni l'avis de ses avocats. Il savait qu'il ne pouvait plus rester dans l'ombre, qu'il ne pouvait plus simplement observer Elena et Matteo de loin. La peur qui brillait dans les yeux d'Elena, la tension de chaque mot prononcé, la présence oppressante d'Enzo, tout cela avait dépassé le stade du supportable. Il ne s'agissait plus d'une enquête privée ni d'un soupçon à vérifier. Il s'agissait d'un enfant, de son fils, et d'une femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, vivant chaque jour dans l'attente d'un danger. Il la retrouva à la sortie d'un petit centre de distribution de repas chauds à Trastevere. Elle tenait Matteo par la main, un sac plastique contenant quelques fruits et du pain. Il marchait lentement vers une ruelle latérale, comme il l'avait fait 100 fois auparavant. Cette fois, Luca ne se contenta pas de les suivre. Il s'approcha franchement, son regard droit, son pas ferme, mais sans agressivité. « Elena, » dit-il, calmement mais avec une voix qui ne souffrait pas le refus, « je dois te parler. Maintenant. » Elle se retourna, surprise par son ton. Elle jeta un regard autour d'elle par réflexe, mais Enzo n'était pas là. Elle soupira, lasse, comme si elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. « On ne peut pas rester ici, » dit-elle. « Pas devant lui. » Elle désigna Matteo d'un regard. Luca hocha la tête et proposa un café à 2 rues de là. Elena hésita puis accepta. Ils s'installèrent dans un coin discret, à l'arrière du petit établissement, loin des regards. Matteo s'assit à côté d'elle,
concentrée sur une bande dessinée abîmée qu'elle sortit de son sac. Lucas posa ses mains à plat sur la table pour montrer qu'il venait sans armes, ni physiques ni verbales. Il la regarda longuement. « Je ne vais pas te mentir, ni t'interroger. Je veux juste te dire ce que je ressens. Après tout ce temps. » Elena garda les yeux baissés. « Tu n'as pas à me dire quoi que ce soit, Lucas. Ce qui est fait est fait. Si, j'ai à te dire que j'ai été lâche. J'ai vu que tu t'éloignais, à l'époque, mais j'étais trop occupé pour comprendre, trop arrogant pour tendre la main. J'ai cherché des excuses dans mon travail, dans mes ambitions. J'ai cru que si je t'ignorais, tu reviendrais. Et puis quand tu as disparu, j'ai transformé ton absence en blessure, mais aussi en prétexte, pour ne plus aimer, pour ne plus croire. » Elle releva lentement les yeux vers lui. Pour la première fois, il y vit autre chose que de la peur ou de la méfiance. Il y vit de la tristesse, oui, mais aussi une forme de soulagement. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, la voix basse. « Maintenant je suis là, pas pour te contrôler, pas pour t'obliger à revenir. Je suis là parce que je t'aime encore. Parce que j'ai vu ce petit garçon et que même sans test, je sais qu'il est mon fils. Je ne te demande pas de m'ouvrir ton cœur. Je te demande juste de me laisser vous protéger. Toi, lui. Que tu me laisses t'offrir un endroit où dormir sans peur. Un lieu où Matteo ne devra pas serrer ta main chaque fois qu'un homme passe dans la rue. » Elena resta silencieuse. Lucas respecta ce silence. Il ne le força pas, ne le remplit pas de phrases inutiles. Il la regarda simplement. Elle inspira profondément, puis, après un long moment, murmura. « Et si je te disais que ce que je fuis peut nous suivre même là-bas? Alors je te dirais que fuir n'a pas suffi jusqu'à présent. Que ce que tu fuis, je peux l'affronter, parce que je ne suis pas seul, et que tu n'es plus seul non plus. » Un frémissement traversa ses lèvres. Elle se tourna vers Matteo qui continuait à lire, absorbé. « Il ne sait rien, dit-elle. Rien de ce que tu viens de dire. Il n'a pas besoin de le savoir tout de suite. Il a besoin de sécurité, de stabilité, et d'une mère qui peut dormir la nuit. » Elle se redressa lentement. Il la vit hésiter, lutter intérieurement. Puis elle murmura, presque pour elle-même. « J'ai tellement peur qu'il nous arrache ce peu qu'on a. » « Il ne vous arrachera rien, je te le promets. » Ce soir-là, Elena accepta pour la première fois de monter dans la voiture de Lucas. Matteo, étonné mais pas réticent, suivit sa mère sans poser de questions. Ils arrivèrent dans un hôtel discret à l'extérieur du centre, un lieu choisi pour sa sécurité et sa discrétion. Lucas avait fait réserver une suite avec 2 chambres communicantes. À l'arrivée, il remit la carte d'accès à Elena. « C'est votre espace, je ne dors pas ici. Vous êtes libre d'entrer et de sortir. Il n'y a aucune caméra dans les chambres, aucune obligation. Juste un endroit propre, chaud, sécurisé. » Elle prit la carte sans un mot. Matteo découvrit la pièce avec des yeux émerveillés. Il courut vers le lit, s'y jeta, rit pour la première fois depuis que Lucas l'avait rencontré. Ce rire résonna dans la pièce comme une lumière. Lucas recula vers la porte. « Je suis dans un autre hôtel à 10 minutes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu as mon numéro. » Elena hocha la tête. Elle n'essaya pas de le retenir, mais elle ne le chassa pas non plus. Une brèche s'était ouverte. Pendant les jours suivants, Lucas fit le nécessaire pour renforcer leur sécurité. Garde discret autour de l'hôtel, avocat préparé à toute tentative d'approche d'Enzo, démarche en cours pour obtenir un ordre de restriction. Il visita Elena et Matteo à intervalles réguliers, jamais sans prévenir, toujours en respectant leur rythme. Il emmenait parfois Matteo au parc, lui offrait des livres, jouait avec lui comme un père sans s'imposer. L'enfant prudent d'abord se laissa petit à petit apprivoiser. Un lien silencieux naissait entre eux, fait de regards, de petits gestes, de silences complices. Elena, de son côté, recommençait lentement à respirer. Elle mangeait mieux, dormait davantage, parlait un peu plus chaque jour. Mais le regard inquiet ne disparaissait pas. Lucas savait que ce n'était qu'une question de temps avant que le passé ne frappe à nouveau. Mais au moins, cette fois, ils seraient prêts à l'affronter ensemble. Le calme fragile que Lucas avait réussi à instaurer autour d'Elena et Matteo fut brutalement brisé 1 semaine après leur installation dans l'hôtel sécurisé. Ce matin-là, comme à son habitude, Elena descendit prendre un café dans le salon discret au rez-de-chaussée, tandis que Matteo, encore endormi, resta dans la chambre à regarder un dessin animé. Lucas, de son côté, était en réunion dans un immeuble voisin, en visioconférence avec un investisseur de Londres, mais restait joignable à tout moment. Le personnel de l'hôtel
briefé sur les consignes de sécurité, maintenait une vigilance constante autour du couloir réservé à Elena et Matteo. Tout semblait sous contrôle. Et pourtant, en l'espace de quelques minutes, tout bascula. À son retour dans la chambre, Elena trouva la porte entr'ouverte. Son cœur se serra immédiatement. Elle appela Matteo. Pas de réponse. Elle entra précipitamment. L'écran de la télévision était encore allumé, le plaid de l'enfant sur le canapé, le petit camion rouge qu'il aimait traîner par terre à côté du lit. Mais Matteo n'était nulle part. Elle fouilla la salle de bain, les armoires, le couloir, appela son nom. Rien. Le silence était lourd, anormal. Elle sentit ses jambes faiblir. Une sensation de vertige l'envahit. Elle cria. Une femme de chambre accourut, puis un réceptionniste. En moins de 5 minutes, l'hôtel entier entra en état d'alerte. Mais Matteo restait introuvable. Luca reçut l'appel pendant sa réunion. Lorsqu'il entendit le mot « disparu », il ne prit même pas le temps de fermer son ordinateur. Il se leva, traversa la salle sans un mot, sa veste à peine enfilée, et courut dans la rue. 10 minutes plus tard, il était à l'hôtel, le visage durci, les mâchoires crispées. Elena était en larmes, assise dans le hall, tremblante, les mains blanches d'avoir serré ses genoux trop fort. Elle n'avait pas crié, ni hurlé, mais ses yeux racontaient tout ce que son corps ne pouvait plus exprimer. Luca s'agenouilla devant elle. « Dis-moi exactement ce qui s'est passé. » Elle lui raconta les mots entrecoupés de sanglots courts. Luca se releva aussitôt. Il convoqua le directeur de l'hôtel, exigea l'accès aux caméras de sécurité, mobilisa ses propres agents de sécurité privée. La police fut appelée. Une enquête fut ouverte immédiatement. En moins d'1 heure, les images de vidéosurveillance révélèrent la scène insoutenable. Un homme, casquette basse, masque médical, entrant discrètement dans le couloir du 5e étage, puis ressortant quelques minutes plus tard, un manteau épais dans les bras. Il marchait vite, sans courir. On devinait une forme dissimulée sous le tissu. Luca sentit son sang se glacer. Il reconnut la posture. Même dissimulé, même flouté, il savait. C'était Enzo. Aucun doute. La police débuta ses recherches, les contrôles furent renforcés aux gares, aux aéroports. Des agents se rendirent dans les hôtels environnants, interrogeant personnel et passants. Mais aucune trace. Matteo semblait s'être évaporé. Elena sombra dans une apathie presque totale. Elle ne mangeait plus, ne parlait plus. Elle restait assise des heures, fixant le vide. Luca tenta de la soutenir, de la ramener à elle, mais rien ne semblait l'atteindre. Le désespoir la paralysait. Luca, lui, n'avait pas le luxe de s'effondrer. Il activa ses réseaux, ses contacts dans les polices locales, les journalistes, les services de renseignement. Il ordonna à Dogma de concentrer toutes ses ressources sur une seule mission, retrouver Matteo. Il offrit une récompense anonyme, fit publier une alerte discrète sans exposer le nom de l'enfant, pour ne pas compromettre l'enquête. Les premières pistes arrivèrent au bout de 2 jours. Une voiture abandonnée avait été retrouvée à Frosinone, à environ 100 km de Rome. L'intérieur contenait un gobelet portant l'empreinte d'un enfant, confirmé plus tard comme étant celle de Matteo. Enzo avait pris soin de brouiller les pistes, changeant de véhicule, évitant les caméras. Mais il avait commis une erreur. Un témoin anonyme avait vu un homme correspondant à sa description parler à un certain Marco Trivelli, un ancien chauffeur routier connu pour ses liens avec des réseaux de passeurs dans le sud de l'Italie. Luca croisa les données, vérifia les anciens dossiers de Trivelli et découvrit qu'il avait été brièvement employé dans une entreprise de BTP en Calabre, l'un des anciens partenaires d'Enzo. Tout se recoupait. Il fit pression sur ses contacts pour localiser Trivelli, mais l'homme avait quitté son domicile depuis 2 jours. Une planque fut découverte dans une zone rurale de la région. Vide. La tension monta d'un cran. Elena reprit contact avec Luca, cette fois par elle-même. Elle vint frapper à sa porte dans la nuit, les yeux rougis mais la voix enfin claire. « Je ne peux plus me taire. Tu dois savoir. Tout. » Elle lui parla alors de ce qu'elle avait découvert 6 ans plus tôt. Que son frère Enzo utilisait leur société familiale comme façade pour blanchir de l'argent issu de trafics divers, contrebande de métaux, factures frauduleuses, fausses sociétés en cascade. Elle avait mis la main sur des documents, des échanges de mails, des contrats signés à des noms fictifs. Lorsqu'elle lui avait dit qu'elle allait tout révéler, il avait souri. Et 3 jours plus tard, elle recevait ses premières menaces. Pas des insultes, pas des cris. Des phrases froides, claires.
Tu ferais mieux de partir. Tu ne sais pas qui tu protèges en croyant tout dénoncer. » Elle avait compris alors que la toile allait bien au-delà de sa famille. Et quand elle découvrit qu'elle était enceinte, elle n'avait plus eu le moindre doute. Elle devait disparaître. Elle n'avait pas confiance en Lucas à cette époque. Elle craignait qu'il soit impliqué ou qu'il subisse des conséquences irréversibles si elle le mettait au courant. Elle avait fui pour sauver Matteo avant même qu'il ne naisse. « Je ne voulais pas t'exclure, Lucas. J'ai cru que c'était la seule solution. Aujourd'hui, je sais que j'ai eu tort. Mais maintenant, il est en danger. Et toi aussi. » Lucas l'écouta en silence. Il ne jugea pas. Il comprenait. Mieux encore, il acceptait. Il prit une décision. « Je vais le retrouver, même si je dois le faire seul. » Et sans attendre l'autorisation de quiconque, il rassembla ses affaires, appela Dogma, demanda une voiture blindée et prit la route pour le sud. Il avait une adresse, un nom, et plus rien à perdre. La route vers le sud de l'Italie était longue, sinueuse, parsemée de petits villages oubliés du progrès, de stations-service aux lumières pâles, de visages fermés qui en disaient long sur les silences que l'on apprend à garder. Luca Bellini ne prononçait pas un mot. Il était seul dans le véhicule, conduit par l'un des agents de l'agence Dogma. Il avait demandé à voyager sans escorte visible, sans véhicule de soutien. Il ne voulait pas attirer l'attention. Chaque kilomètre parcouru resserrait un peu plus le nœud dans sa gorge. Dans son esprit, l'image de Matteo grandissait, prenait tout l'espace. Son regard curieux, son rire discret, sa manière de froncer les sourcils comme lui lorsqu'il était concentré. Il pensait à Elena aussi, à son visage lorsqu'elle avait enfin tout avoué, les traits tirés par le remords, la peur mêlée à une étrange forme de soulagement. Mais surtout, il pensait à la révélation qui changeait tout. Matteo était bien son fils. Et ce fils, il aurait pu grandir sans jamais savoir d'où il venait, sans jamais comprendre pourquoi sa vie était faite de fuites et de silence. Lucas avait pris l'adresse que lui avait fournie l'équipe de surveillance, située à la lisière d'une vieille zone industrielle désaffectée, à proximité de Lamezia Terme. Il s'agissait d'un ancien entrepôt réaménagé, sans enseigne, entouré de grillages rouillés. L'endroit n'apparaissait sur aucun registre officiel depuis plus de 15 ans. Pourtant, des relevés récents d'activité mobile indiquaient des communications actives dans ce secteur. Plusieurs caméras de surveillance artisanale étaient visibles depuis la route. C'était ici. À l'intérieur du véhicule, le silence était oppressant. L'agent au volant gardait les yeux rivés sur la route, suivant les instructions sans poser de questions. Lorsqu'ils se garèrent à plusieurs centaines de mètres, dissimulés derrière une station de pompage abandonnée, Lucas demanda à continuer seul. Il descendit, ferma la portière avec lenteur et marcha. Chaque pas résonnait dans la nuit. Il approchait de l'entrepôt, repérait les zones d'ombre, les points d'accès. Il avait appris à se méfier. Le silence n'était jamais total. Il y avait toujours un bruit, un mouvement, un souffle. Et cette fois, il le sentit. Un véhicule dissimulé derrière le bâtiment. Une silhouette en retrait près de l'entrée latérale. Il ne s'approcha pas plus. Il activa son téléphone, déclencha l'alerte pour l'équipe de Dogma qui surveillait en périphérie. Puis, il attendit. Quelques minutes plus tard, 2 agents vinrent le rejoindre discrètement. L'un d'eux, équipé d'un micro à longue portée, capta une voix d'enfant à l'intérieur. C'était Matteo. Il était vivant. Lucas sentit ses jambes faiblir, mais il tint bon. Il fallait agir, mais avec précision. Toute intervention brusque pouvait coûter cher. Il donna l'ordre d'attendre une ouverture. 1 heure passa, puis 2. Soudain, un homme sortit par la porte arrière, téléphone à l'oreille. Lucas le reconnut immédiatement. Enzo. Il parlait fort, visiblement contrarié. Il mentionnait un transfert, un problème de documents, un blocage. Les mots se bousculaient dans la tête de Lucas. Il savait ce que cela signifiait. Enzo préparait quelque chose. Il avait prévu de faire sortir Matteo du pays. Il fallait agir maintenant. Au même moment, à Rome, Elena se rendait à la préfecture, accompagnée de l'avocat de Lucas. Elle avait pris une décision, remettre les documents qu'elle conservait depuis des années, les preuves de ce qu'elle avait découvert à l'époque, les montages financiers, les signatures falsifiées, les courriers internes. Elle avait tout gardé, soigneusement. Elle pensait que le jour viendrait où elle en aurait besoin. Ce jour était arrivé. La remise des pièces enclencha une procédure accélérée. La brigade financière fut saisie.
La juge de permanence ordonna immédiatement une perquisition des locaux de l'entreprise familiale, dissoute depuis, mais soupçonnée d'avoir été une coquille utile pour blanchir de l'argent en lien avec des groupes criminels. Pendant ce temps, à Lamezia, Luca, avec l'appui de l'équipe de Dogma, s'introduisit discrètement dans le bâtiment. Ils neutralisèrent silencieusement 2 gardiens à l'intérieur. Luca avança, son cœur battant comme jamais auparavant. Il traversa un couloir, ouvrit une porte, et là, sur un matelas posé au sol, vit Matteo. L'enfant se leva d'un bond en le voyant. « Papa ?» Luca s'agenouilla, le serra contre lui sans pouvoir parler. L'émotion l'étouffait. Matteo tremblait, mais il n'avait pas pleuré. Il avait attendu. Il avait espéré. Les agents confirmèrent que les lieux étaient désormais sécurisés. Enzo, pris par surprise à l'extérieur, fut arrêté sans violence. Il ne résista pas. Il savait que tout était fini. Le retour à Rome se fit sous escorte. Matteo, épuisé, s'endormit dans les bras de Luca. À leur arrivée, Elena attendait devant le cabinet de l'avocat. Lorsqu'elle vit son fils courir vers elle, elle s'effondra à genoux, le tenant si fort qu'on aurait pu croire qu'elle voulait le fondre en elle pour ne plus jamais le perdre. Luca les observa un moment, puis s'approcha, posa une main sur l'épaule d'Elena. « C'est fini. Il ne pourra plus vous approcher. » Elle leva les yeux vers lui, remplis de larmes, mais aussi d'une reconnaissance silencieuse. Il l'avait fait. Il avait tout risqué pour eux. Et surtout, il n'avait jamais cherché à lui reprocher ses choix passés. Il avait seulement agi, là où elle n'avait plus eu la force. Le lendemain, Enzo fut transféré à Rome sous haute sécurité. Les preuves présentées par Elena suffisaient à ouvrir une enquête pénale sérieuse. Plusieurs anciens partenaires furent convoqués. Des perquisitions révélèrent des disques durs, des contrats, des enregistrements. L'affaire prit une ampleur nationale. Mais Luca, lui, s'en fichait. Tout ce qu'il voyait, c'était Matteo, assis dans un coin, jouant tranquillement avec ses petites voitures, vivant, sain et sauf, et Elena allongée sur le canapé, dormant pour la première fois depuis des années sans sursauter au moindre bruit. Luca s'assit près de la fenêtre, regardant la ville s'endormir. Il savait que tout n'était pas encore terminé, qu'il faudrait reconstruire, expliquer, guérir. Mais pour la première fois, il avait l'impression que le plus dur était derrière eux. Le secret avait été révélé, le danger écarté, et ce qu'il leur restait à faire désormais, c'était vivre, ensemble. Le matin qui suivit l'arrestation d'Enzo, Luca fut convoqué discrètement par l'un des avocats qui suivait le dossier judiciaire. Le ton du message était clair, sans fioriture. Il ne s'agissait pas d'un simple entretien de routine. Quelque chose clochait. Dès son arrivée au cabinet, il fut accueilli par le procureur adjoint chargé du dossier. Ce dernier l'informa que malgré les charges déjà lourdes pesant sur Enzo, un détail majeur risquait de compliquer le processus. Certaines pièces cruciales que détenait Elena étaient, bien que compromettantes, considérées juridiquement comme obtenues de façon illégale, sans autorisation de la justice, ce qui pouvait affaiblir le dossier si une stratégie de défense agressive était adoptée. Luca comprit alors que le combat ne faisait que commencer. Il n'était pas seulement question de preuves ou de vérité. Il était question de stratégie, de lignes grises, de failles dans le système. Enzo, malgré son arrestation, disposait encore de leviers. Selon les enquêteurs, il avait transmis des documents compromettants à un tiers non identifié avec une clause précise. Si quoi que ce soit lui arrivait, ces documents seraient rendus publics ou utilisés contre Elena et Luca. Ce levier était son ultime carte, et il comptait bien la jouer. Le même jour, Luca reçut une demande de visite confidentielle. Enzo, via son avocat, exigeait un entretien direct, sans la présence de la police, uniquement en présence de leurs représentants légaux respectifs. Luca, après une longue hésitation, accepta. Il savait que cette rencontre ne serait pas anodine. Il savait aussi que refuser signifiait peut-être exposer Elena et Matteo à des représailles indirectes, psychologiques ou juridiques. Il n'avait pas le choix. Le lieu de la rencontre fut fixé dans un bureau du centre de détention de Rebibbia. Une pièce austère, mur gris, table métallique, 2 chaises de chaque côté. Luca entra le premier, accompagné de son avocat, le visage fermé, l'attitude tendue mais maîtrisée. Enzo arriva peu après, vêtu d'un uniforme orange pâle, les poignets encore légèrement marqués par les menottes. Son visage portait un rictus sarcastique, comme s'il savourait le paradoxe de la situation.
Lucas, dit-il avec un sourire froid, qui aurait cru qu'on se retrouverait ainsi. Toi, le grand Bellini, dans une salle vide, à m'écouter. Lucas ne répondit pas. Il le fixa, attendant qu'il aille droit au but. Tu veux ton fils en sécurité. Tu veux qu'Elena reste libre. Très bien. Je te propose un marché. Je me tais. Je détruis les documents. Et en échange, tu fais ce que je dis. Lucas sentit un frisson le parcourir. Il savait qu'Enzo était imprévisible, manipulateur, mais il ne s'attendait pas à une proposition aussi directe. Il garda le silence, forçant Enzo à détailler. Tu te retires. Complètement. Tu abandonnes les poursuites. Tu déclares publiquement que tu n'as jamais eu de conflit avec moi, que tu ignores toutes les activités d'Elena et que tu refuses toute implication judiciaire. En clair, tu me décharges. Tu laisses le système faire ce qu'il veut. Je disparais. Tu ne me revois plus. Lucas serra les poings. C'était un chantage. Ni plus ni moins. Et ce chantage était bien ficelé. S'il refusait, Enzo libérerait ses garanties, qui, selon ses dires, impliquaient non seulement Elena dans l'affaire de blanchiment, mais mettaient aussi en cause certaines décisions passées de Lucas. Déformées, bien sûr, mais capables de créer un scandale médiatique. Tu crois que je vais accepter ça? Tu crois que tu peux négocier comme si nous étions sur un marché noir? Je crois que tu n'as pas le choix, répondit Enzo. Tu as une réputation, une entreprise, une famille à protéger. Moi, je n'ai plus rien, et un homme qui n'a rien est dangereux. Le silence retomba dans la pièce. Lucas sentit son cœur battre violemment, non pas de peur, mais de rage contenue. Il voulait se lever, hurler, frapper, mais il se força à respirer lentement. Il se souvenait de Matteo, de sa main dans la sienne, de son rire au petit déjeuner. Il pensa à Elena, à ses nuits d'insomnie, à son regard abîmé. Il n'avait pas le droit d'agir sous l'impulsion. Il se leva, se pencha lentement vers Enzo. « Tu veux que je protège ce que j'ai? Tu n'as pas compris. Je suis prêt à perdre ce que j'ai construit, mais pas à perdre ceux que j'aime. Et toi, tu viens de te condamner. » Enzo sourit à nouveau, mais quelque chose dans son regard vacilla. Il ne s'attendait pas à une réponse aussi claire, aussi nette. Il pensa sans doute que Lucas allait tergiverser, supplier, négocier. Il se trompait. De retour à Rome, Lucas convoqua une réunion d'urgence avec ses avocats, les responsables de l'enquête et 2 procureurs. Il fit part du chantage. Il demanda que des mesures soient prises pour identifier et localiser les documents qu'Enzo menaçait de divulguer. Une unité spécialisée en cybercriminalité fut mobilisée. En moins de 24 heures, plusieurs serveurs clandestins furent identifiés. Les données en question, du moins une partie, purent être neutralisées avant toute diffusion. Le reste restait sous surveillance. Un mandat de perquisition fut élargi à d'anciens complices d'Enzo. Elena, de son côté, apprit la tentative de chantage avec un mélange d'horreur et de culpabilité. Elle se sentait responsable. Lucas la rassura, sans détour. « Ce n'est pas ta faute. Ce n'est plus ton passé qui parle. C'est le sien. Et il va tomber seul. » La presse commença à s'emparer de l'affaire. Des articles apparurent, évoquant un scandale financier impliquant une ancienne figure du BTP liée à des sociétés fictives. Le nom d'Enzo Rossi fut cité, mais ni Elena ni Luca ne furent mentionnés. Luca avait activé ses contacts pour que l'enquête reste concentrée sur les faits, pas sur les visages. Dans les jours qui suivirent, un juge ordonna le maintien en détention préventive d'Enzo. L'analyse des preuves numériques accéléra la procédure. Les dossiers secrets, loin d'être des menaces pour Lucas et Elena, finirent par se retourner contre Enzo lui-même, révélant des malversations dont même Elena n'avait pas eu connaissance. Lucas, malgré le soulagement, restait vigilant. Il avait gagné cette bataille, mais il savait que d'autres viendraient. L'honneur, la justice, l'image, tout cela avait un prix. Mais cette fois, il savait ce qui comptait vraiment. Il rentra tard ce soir-là, après une longue journée de déposition et de réunions juridiques. Matteo l'attendait dans le salon, jouant à faire des circuits de voiture sur le tapis. Elena lisait, ses jambes repliées sous elle, une tasse à la main. Lorsqu'elle le vit entrer, elle lui sourit. Un sourire simple, sans arrière-pensée, sans défense. Un sourire vrai. Lucas s'approcha, s'assit à côté d'eux. « Je ne te l'ai jamais dit, » dit-il en regardant Matteo, « mais je suis très fier d'être ton père. » L'enfant le regarda, surpris. Puis il lui tendit une de ses voitures. « Alors tu dois gagner la course, papa. » Lucas prit la voiture, la plaça sur la ligne de départ imaginaire et lança la partie.
Et dans ce salon modeste, pour la première fois depuis des années, il sentit que le monde pouvait tourner sans menace, sans peur, juste avec ce qu'il fallait, de l'amour et du courage. Malgré l'arrestation d'Enzo, l'adrénaline de Luca ne retomba pas. Il connaissait trop bien le système pour croire que tout était désormais terminé. Enzo avait passé des années à manipuler des réseaux souterrains, à construire des labyrinthes juridiques pour protéger ses opérations, à acheter des silences. Luca savait qu'il fallait maintenant anticiper une contre-offensive. L'homme derrière les barreaux n'était peut-être plus libre physiquement, mais il lui restait encore des cartes à jouer. Quelques jours après leur dernière confrontation, un fait inattendu secoua les fondations de l'enquête. L'un des informateurs de Dogma intercepta une conversation entre deux anciens partenaires d'Enzo. L'échange évoquait un coffre-fort caché dans une propriété abandonnée de la campagne toscane, appartenant autrefois à la société immobilière familiale des Rossi. Le lieu, isolé, n'était pas inscrit dans les registres récents, ni connecté à l'enquête en cours. Il avait visiblement été oublié ou volontairement écarté de toute documentation. L'indice, bien que maigre, fut suffisant pour déclencher une exploration en toute discrétion. Luca, toujours en étroite collaboration avec Dogma, organisa une visite nocturne sur place, accompagné de deux agents de confiance. L'endroit était exactement comme décrit. Une ancienne ferme aux murs fissurés, envahie par les ronces et les arbres tordus, perdue au milieu de nulle part. À l'intérieur, les pièces vides portaient encore les stigmates d'une habitation abandonnée à la hâte. Mais dans la cave, dissimulée derrière une cloison de briques effondrées, se trouvait un petit coffre métallique rouillé, fermé par un cadenas robuste. Luca hésita un instant avant de forcer l'ouverture. Quand le couvercle s'ouvrit enfin, il découvrit une série de dossiers classés, rangés avec une précision presque maniaque. Des copies de contrats, des photographies de documents bancaires, des relevés de comptes offshore, mais aussi des enregistrements audio sur de vieilles clés USB. L'un des agents identifia rapidement un élément capital, un ensemble de fichiers audio où Enzo discutait ouvertement avec ses partenaires de manœuvres illégales, en citant des noms, des montants, des dates. Mais surtout, une séquence entière montrait qu'Elena avait eu raison depuis le début. Dans un extrait précis, daté d'1 mois avant sa disparition, Enzo reconnaissait l'avoir menacée. Il évoquait même l'idée de la faire taire pour de bon, si elle décidait de faire sauter l'affaire. La voix était claire, le ton sans ambiguïté. Il n'y avait plus place au doute. Elena n'était pas paranoïaque. Elle avait été la cible d'un plan réel, minutieusement conçu. De retour à Rome, Luca remit les fichiers au procureur en charge. L'effet fut immédiat. Les documents et les enregistrements déclenchèrent une nouvelle phase dans la procédure. Non seulement ils renforçaient les charges existantes contre Enzo, mais ils ouvraient également la voie à l'arrestation de plusieurs complices jusqu'alors inaccessibles. La structure entière bâtie autour d'Enzo commença à s'effondrer. Dans ce chaos judiciaire, un fait se démarqua. Elena n'avait pas seulement été une victime. Elle avait, depuis le début, conservé des copies numériques d'une partie de ses preuves. En apprenant cela, Luca fut surpris, puis admiratif. Non pas parce qu'elle avait caché cette information, il comprenait enfin pourquoi, mais parce qu'elle avait su, malgré la peur, anticiper. Elle avait pris le soin de protéger la vérité au cas où la justice lui redonnerait un jour la parole. C'est ainsi que, convoquée devant le tribunal, Elena fut appelée à témoigner officiellement. Luca l'accompagna jusqu'au seuil de la salle d'audience. Elle portait une robe simple, sombre, les cheveux attachés, le regard droit. Elle n'avait plus rien de la femme effacée qu'il avait retrouvée des mois plus tôt. Elle marchait avec la certitude de quelqu'un qui, malgré les blessures, avait retrouvé sa voix. Son témoignage fut limpide. Elle décrivit les années de silence, les menaces implicites, les pressions subies, les raisons de son départ. Elle ne dramatisa rien, ne pleura pas, ne chercha pas à se victimiser. Elle parla avec dignité, avec force. Lorsque le procureur lui demanda pourquoi elle n'avait rien dit plus tôt, elle répondit simplement « Parce que j'avais un enfant à protéger et parce que je ne savais pas encore à qui je pouvais faire confiance. » Dans la salle, Luca sentit un frisson traverser l'assemblée. Il savait que cette phrase était aussi pour lui, et il l'accepta, sans colère, sans amertume. Il savait ce qu'elle avait vécu. Il savait surtout qu'il avait changé. Le verdict sur Enzo tomba quelques semaines plus tard,
Incarcération immédiate, sans possibilité de libération conditionnelle avant l'examen complet des preuves. L'État lança une enquête plus large sur les ramifications de son réseau. Plusieurs personnalités du monde économique furent interrogées, mais Lucas se tint à l'écart de tout cela. Il n'était plus l'homme d'affaires assoiffé de contrôle qu'il avait été. Il avait tourné une page. Matteo, pendant ce temps, retrouvait peu à peu une vie d'enfant. Il avait été inscrit dans une petite école du quartier, où il se lia d'amitié avec 2 camarades. Il parlait de Lucas comme de son père, sans retenue, avec une fierté naturelle. Un jour, en rentrant de l'école, il montra à Lucas un dessin fait en classe. 3 personnages se tenant par la main, sous un grand soleil jaune. Il les avait nommés en bas de la feuille. Moi, maman, papa. Lucas garda ce dessin dans son portefeuille, à côté d'une vieille photo d'Elena prise bien avant leur séparation. Ce qu'il avait cru perdu à jamais lui avait été rendu non pas comme une récompense, mais comme un second départ. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Matteo demanda « Est-ce qu'on va toujours vivre à Rome ?» Elena échangea un regard silencieux avec Lucas. Il comprit ce qu'elle pensait. Il le pensait aussi. Il était temps de partir, de s'éloigner de ce passé encore trop proche, trop bruyant, de construire ailleurs, là où ni la peur ni les souvenirs ne viendraient troubler la paix. Et c'est ainsi que naquit l'idée d'un nouveau départ, non comme une fuite, mais comme une promesse d'avenir, une promesse de normalité. Lorsque l'affaire Enzo Rossi fut officiellement close, avec une condamnation ferme et l'ouverture de nouveaux dossiers sur ses anciens partenaires, Luca Bellini ressentit pour la première fois depuis des années un vide inhabituel, celui qui reste après le chaos lorsque l'urgence s'estompe, que le bruit se tait et que la vie réelle, avec ses détails minuscules et persistants, reprend sa place. Il n'y avait plus d'enquête à suivre, plus de menaces à esquiver, plus de silence à briser. Il ne restait que l'essentiel, Elena, Matteo et lui, face à un avenir qu'ils devaient réapprendre à construire. Rome, malgré toute sa beauté, leur apparaissait désormais comme un théâtre de souvenirs trop récents, trop lourds. Chaque rue rappelait une fuite, une inquiétude, un rendez-vous sous tension. C'était Elena, un soir d'avril, qui prononça à voix haute ce que tous 2 pensaient depuis un moment. Et si on partait? Pour de vrai, pas pour fuir, juste pour recommencer. Lucas ne demanda pas où. Il hocha simplement la tête. Le lendemain, il mit temporairement ses fonctions au sein de son groupe en suspens. Il délégua les responsabilités à son équipe de direction, annonçant un retrait indéterminé pour raisons personnelles. Il n'eut à affronter ni contestation ni critique. Son parcours irréprochable et ses années de service suffisaient à justifier cette décision. Quelques jours plus tard, après avoir longuement discuté avec Elena et consulté une carte sans autre logique que le désir de calme et de beauté, ils choisirent Florence. Ni trop grande, ni trop isolée. Une ville d'histoire, de culture, mais aussi de simplicité. Un endroit où Matteo pourrait courir dans les jardins sans que chaque visage croisé ne rappelle un danger passé. Ils s'installèrent dans une maison ancienne, aux murs couleur ocre, dans un quartier résidentiel discret à l'est de la ville. Une maison avec un petit jardin, quelques oliviers, une terrasse où le soleil s'invitait généreusement chaque matin. Elena trouva rapidement une idée qui la fit sourire, ouvrir une petite librairie de quartier. Elle en parla à Lucas avec hésitation, presque comme une excuse. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais j'aimerais essayer. » Lucas, touché par la douceur de cette ambition, l'encouragea sans réserve. En quelques semaines, la devanture fut rénovée, les rayonnages installés, et la librairie ouvrit ses portes. Elena l'appela simplement « Il Nodo », un nom discret, presque intime, qu'elle expliqua plus tard à Lucas, parce que même les nœuds les plus serrés peuvent être défaits. Pendant ce temps, Lucas choisit de se consacrer à quelque chose qu'il n'avait jamais pris le temps de considérer, le social. À travers une fondation qu'il avait créée des années auparavant mais jamais vraiment développée, il lança des projets d'aide à la réinsertion pour jeunes en difficulté, notamment ceux sortant de foyers ou de milieux précaires. Il ne chercha pas la reconnaissance. Il n'accorda pas d'interview. Il passait ses journées à écouter, à organiser, à construire avec patience. Il retrouva dans cette implication humaine une forme d'équilibre qu'aucune réussite financière ne lui avait jamais offerte. Matteo, de son côté, s'adapta avec une rapidité bouleversante. Il entra à l'école du quartier, apprit à faire du vélo sans les petites roues, se lia d'amitié avec 2 garçons du voisinage,
avec lesquels il passait des après-midi entiers à jouer au ballon dans la rue. Il commença à parler de son père à ses camarades comme si Lucas avait toujours été là. Il disait « Mon papa est fort », avec une évidence naturelle, comme s'il avait toujours su. Le soir, les rituels s'installaient peu à peu. Le dîner ensemble autour de la table en bois de la cuisine. Les histoires que Matteo demandait chaque soir, même quand il était fatigué. Les discussions entre Elena et Lucas sur la terrasse, une tasse de thé à la main. Ils parlaient peu du passé. Non par tabou, mais parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Ils avaient traversé l'épreuve. Ce qui comptait désormais, c'était ce qu'ils construisaient, jour après jour. Un jour, Matteo rentra de l'école avec un petit devoir. « Décris ta famille ». Il montra fièrement à Elena et Lucas ce qu'il avait écrit, avec son écriture encore hésitante. « Ma maman est la plus gentille du monde. Mon papa travaille pour aider les autres. Moi, je veux être un super-héros, mais papa dit que c'est déjà fait. » Lucas lut ces lignes avec les yeux humides. Il se pencha, serra son fils contre lui et lui murmura que parfois, les vrais héros sont ceux qui restent debout après être tombés. La reconstruction ne se fit pas sans heurts. Il y eut des nuits agitées, des souvenirs douloureux, des silences pesants. Mais à chaque fois, ils se rappelaient ce qu'ils avaient à traverser. Ils se rappelaient que leur lien n'avait pas été détruit par les années, ni par les mensonges, ni par la peur. Il avait été abîmé, certes, mais pas brisé. Lucas, en apprenant à être père, découvrit aussi une autre version de lui-même, moins dans le contrôle, plus dans l'écoute. Il apprenait à ralentir, à savourer les moments simples, les dessins de Matteo accrochés au mur, les discussions avec Elena sur des livres qu'elle lisait pour sa boutique, les dimanches passés au marché, à choisir des tomates ou du pain frais. Et puis il y avait ces soirs où, après avoir couché Matteo, ils restaient tous les deux sur le canapé, sans dire un mot, à regarder un film ou simplement à écouter le silence. Ce silence-là, à présent, n'était plus une menace. Il était paisible, rempli de tout ce qu'ils n'avaient pas besoin de dire. Il était le signe que, malgré tout, ils avaient trouvé ce que beaucoup cherchent sans jamais le reconnaître, un endroit sûr, un amour solide, une famille reconstruite. La routine florentine s'était installée comme une pluie douce après l'orage. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que la stabilité arrive si simplement, presque naturellement, mais c'est pourtant ce qui se produisit. Le tumulte du passé, les procès, les poursuites, les nuits sans sommeil, s'étaient éloignés peu à peu. Ce qui restait désormais, c'était une famille reconstruite sur des bases plus solides que celles du passé. La vérité, la confiance, l'engagement sincère. Elena, chaque matin, ouvrait sa librairie avec le même mélange d'enthousiasme et de concentration. Les premiers mois avaient été modestes, mais le bouche à oreille fit son travail. Les gens du quartier vinrent, d'abord par curiosité puis par fidélité. Le lieu chaleureux devenait peu à peu un petit centre de rencontre. Des ateliers de lecture pour enfants le mercredi, des clubs de lecture le samedi après-midi, parfois même des discussions improvisées autour d'un café. Elena ne cherchait pas à faire du chiffre, mais à créer du lien. Et ce lien, elle le cultivait avec la même délicatesse qu'elle mettait autrefois à décorer la maison qu'elle partageait avec Lucas des années auparavant. Lucas, de son côté, était resté fidèle à sa décision de ralentir. Il avait réduit ses apparitions publiques, refusé les sollicitations médiatiques autour de l'affaire Enzo et gardé ses engagements sociaux comme seule priorité. Grâce à sa fondation, il finançait désormais des logements de transition pour mères célibataires, des programmes éducatifs pour les enfants défavorisés et avait même noué un partenariat avec une école locale pour l'inclusion numérique. Il n'y cherchait ni prestige ni retour sur investissement. Ce travail avait pris un sens bien plus personnel, celui de réparer ce qu'il avait, trop longtemps, laissé se fissurer. Matteo, à 5 ans passés, avait trouvé dans sa nouvelle vie un espace d'épanouissement que ni la peur ni la précarité ne venaient troubler. Il s'était lié d'amitié avec plusieurs enfants de son école, développait une passion pour les puzzles et passait ses dimanches à dessiner ou à faire du vélo avec Lucas. Il avait cessé de poser des questions sur avant, comme si son jeune esprit avait compris que ce qui comptait désormais, c'était maintenant. Un maintenant rempli de rire, de stabilité, d'histoires du soir et de goûters partagés. Lucas et Elena, eux, ne s'étaient pas précipités vers une redéfinition de leur relation. Ils ne cherchèrent pas à recoller immédiatement les morceaux d'un mariage brisé. Ils reconstruisirent autrement. Chaque geste, chaque regard était une brique nouvelle dans cette architecture intime qu'ils bâtissaient avec prudence.
Ils avaient reconnu le poids du silence, la déchirure de la séparation, et désormais ils savouraient la complicité retrouvée. Parfois, Luca rentrait de ses réunions avec des fleurs, pas pour séduire, mais pour dire « je pense à toi ». Elena, en retour, laissait sur la table de nuit des livres annotés, des mots soulignés, comme des invitations au partage. Un jour en fin d'après-midi, alors que le soleil rasait les toits de la ville et baignait leur jardin d'une lumière dorée, Matteo courait pieds nus dans l'herbe, poursuivi par un ballon qu'il lançait maladroitement. Luca, assis sur les marches de la terrasse, observait la scène avec une concentration presque émotionnelle. Il vit Elena apparaître avec 2 verres de jus de fruits, s'asseoir à côté de lui sans dire un mot. Ils restèrent ainsi, longtemps. Puis, dans un murmure, il lui dit « Je n'aurais jamais cru que ça serait aussi simple à la fin. » Elle tourna la tête vers lui. « Ce n'est pas simple, c'est paisible, ce qui n'est pas la même chose. » Il sourit, acquiesça. Le vent faisait danser les feuilles des oliviers. Matteo riait. Aucune alarme ne sonnait. Aucun téléphone ne vibrait pour annoncer une urgence. Il n'y avait que ce moment, pur, inaltéré. Puis Luca, après une longue pause, prit la main d'Elena. Elle ne la retira pas. « Je veux que tu saches, dit-il, que je ne vous laisserai plus jamais partir, ni toi ni lui. Même si un jour tu décidais de repartir, même si tu doutais encore, je serai là. Parce que maintenant je sais ce que ça coûte de perdre ce qui compte. » Elena ferma les yeux, inspira profondément. Lorsqu'elle les rouvrit, ses pupilles brillaient, mais il n'y avait ni peur ni douleur dans ce regard. Juste une forme de sérénité, née de ce qu'ils avaient traversé et de ce qu'ils avaient décidé d'être ensemble. « On ne partira pas, » répondit-elle simplement. Le soleil descendait lentement. Le ciel devenait orange, puis rose, puis d'un bleu profond. Matteo s'arrêta un instant, regarda ses parents assis côte à côte, puis courut vers eux et se jeta dans les bras de Luca. « Je vous aime », dit-il en les regardant tous les deux. Et dans ce jardin tranquille de Florence, entre les murs d'une maison que personne ne connaissait encore, une famille se tenait là, enfin réunie, sans drame, sans cris, sans peur. Il n'y avait pas de grande musique, pas de promesses spectaculaires, juste une vérité silencieuse, simple, puissante. Ils étaient ensemble, et ils n'avaient plus besoin de fuir.